Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Analyse Hebdo, l'émission qui décrypte l'actualité chaque vendredi soir. Je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous, cher Georges? Écoutez, plaisir partagé de vous retrouver, Joël, ainsi que tous les téléspectateurs d'Éclair TV qui nous font confiance. Alors, comme à l'accoutumée, nous reviendrons sur 3 sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. On va d'abord évoquer ensemble la convention qui a été signée mercredi dernier entre la région Guadeloupe et la ville de Saint-Malo. On va revenir également sur le vote de la budget mission Outre-mer, avant de terminer par un petit bilan sur la mission de la préfète Chantal Ambroise à Marie-Galante. Très bien. C'est parti. Alors, êtes-vous un amateur de voile, cher Georges? Non, j'aime beaucoup la mer puisque je suis originaire de Marie-Galante, mais je n'ai jamais pratiqué la voile en tant que telle. Mais je sais que c'est un sport qui est à la fois grisant et en même temps exaltant. En tout cas, pour ceux qui m'en ont parlé, je pense en particulier, j'en ai discuté longuement avec Victor Jean-Noël. Oui, très bien. Voilà. Alors, dimanche prochain, tout de suite, là, le 6 décembre, sera le départ de la route du Rhum. Une course transatlantique très suivie. On sait la région Guadeloupe très investie dans cette course. Et d'ailleurs, mercredi dernier, le 2 novembre, M. Harry Chalus, donc, qui est dans la région, et le maire de Saint-Malo, M. Gilles Luton, ont signé ensemble une convention de partenariat qui court jusqu'en 2025, une convention qui va lier nos 2 territoires. Alors, on imagine bien que c'est pour pérenniser les relations économiques entre ces 2 territoires, entre les 2 courses. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous indiquer les contours de cette convention? Qu'est-ce qu'elle comprend et pourquoi? Alors, il faut savoir que la route du Rhum, bien qu'elle porte la destination Guadeloupe, dans la propriété intellectuelle telle qu'elle a été en tout cas déposée, brevetée à l'Institut national de la propriété intellectuelle, cette compétition appartient à l'OC Sport Penduic, qui est une filiale du groupe Telegram. Il faut comprendre que c'est un consortium, et comme tous les consortiums, il y a des hommes d'affaires. Et qui dit homme d'affaires dit que ce qui est attribué à la Guadeloupe une année peut ne pas l'être l'année d'après, tout simplement parce que si l'intérêt des affaires se situe ailleurs, eh bien la destination ira ailleurs. Donc j'ai vérifié le document de propriété intellectuelle déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle et c'est vrai que la région Guadeloupe figure comme partenaire quasi exclusif. Il y a d'autres partenaires qui sont qualifiés de secondaires, mais au bas de la convention, qui est disponible d'ailleurs sur le net, on constate que la région Guadeloupe y figure. Donc le but de cette convention est double. D'une part, si la région investit 7 millions, plus de 7 millions d'euros, alors que la ville de Saint-Malo en investit à peine autour de 2 millions, autrement dit la région Guadeloupe beaucoup plus, 3 fois plus, c'est bien parce que pour pouvoir conserver l'exclusivité de la route du Rhum qui est remise en cause tous les 4 ans, eh bien la région est obligée de s'engager financièrement. Mais cet engagement financier ne suffit pas. Il faut également, avec Saint-Malo, continuer à entretenir des relations qui permettent, entre guillemets, de jeter un œil sur les autres velléités et les autres logiques de séduction qui pourraient aller vers la société détentrice du label Route du Rhum, mais également vers la ville de Saint-Malo. Et c'est vrai que ces conventions ont un intérêt stratégique qui consiste à être toujours présent dans la relation avec l'autre afin que d'une année sur l'autre, eh bien, il n'y ait pas de, entre guillemets, de difficulté à ce que la destination finale de la route du Rhum soit la Guadeloupe. Donc, convention signée jusqu'en 2025. Exactement. Et donc, garantissant la route du Rhum 2022, mais garantissant également la route du Rhum 2026. Après, je vous dis, tout est question de business,
et les choses peuvent très largement évoluer. Très bien. Oui, M. Véal-Collet, il revenait dernièrement sur le gros volume d'argent qui revenait donc en Guadeloupe, au-delà du tourisme en fait, donc on comprend mieux les contours avec ce que vous venez d'expliquer. Oui, nous l'avons développé la dernière fois. On s'est simplement inquiété parce qu'on sait qu'il y a une masse financière importante, difficile à évaluer. Par exemple, difficile d'évaluer les retombées sous l'image de la Guadeloupe. D'ailleurs, Patrick Véal-Collet l'a parfaitement bien dit. Après, au niveau de l'analyse économique, entre les entreprises résidentes qui captent l'argent et les entreprises non résidentes qui captent également, puisqu'on importe quasiment tout ce qu'on consomme. J'ai expliqué la dernière fois qu'il fallait, pour qu'on ait une analyse économique fine, pouvoir, en tout cas, identifier ces flux financiers entre ceux qui nous restent sur le territoire guadeloupéen et ceux qui repartent par des biais divers. On appelle ça les fuites économiques. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors, deuxième sujet. Le 28 octobre dernier s'est tenu un vote important pour l'Outre-mer, le vote du budget sur cette mission, la mission Outre-mer. Alors les députés ultramarins ont voté un certain nombre d'amendements dans un hémicycle quasiment vide. Et ensuite, le gouvernement a annoncé des coupes assez franches dans le budget qui avait été voté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au cours de ce vote? Et le gouvernement, est-ce qu'il peut modifier un vote des députés? Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait que 58 députés sur les 577. Ça montre déjà l'importance quasi relative de la représentation parlementaire nationale concernant l'outre-mer. Et lorsque le budget de la mission, je dis bien de la mission, je ferai la différence tout à l'heure entre la mission et le budget général, lorsque le budget de la mission outre-mer est arrivé à l'Assemblée, bien évidemment, bien que soit présent le ministre Jean-François Carenco, bien que pour 92 amendements qui ont été présentés, pour la quasi-totalité des amendements, il a donné un avis défavorable, les députés ont non seulement voté des crédits supplémentaires dans le cas des amendements, ce qui n'est pas, comment on appelle ça, en tout cas ce qui devait susciter un avis défavorable du gouvernement, puisque le propre de l'amendement, c'est censé ne pas entraîner de charges financières supplémentaires pour l'État. Il se trouve cependant que les députés se sont retrouvés à l'aise, puisqu'il n'y avait pas d'opposition, et entre le budget qui leur a été présenté et le budget de la mission Outre-mer qui est ressorti après les amendements, 203 millions supplémentaires. C'est conséquent. C'est conséquent. C'est quand même près de autour de 11% du budget. Si on enlève l'exonération liée aux charges patronales, il faut compter à peu près 8% supplémentaires. Alors, je dis bien que c'était le budget de la mission Outre-mer. On me pose la question, mais une fois que les députés ont voté, comment se fait-il que le gouvernement puisse modifier? Et c'est là où il faut faire la différence entre le budget d'une mission Outre-mer et le budget global de la France. Le budget global de la France est composé de 32 missions, dont une des missions est l'Outre-mer. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs séquences où chaque fois, plusieurs missions voyaient leur budget examiné, qu'il y a eu utilisation du 49.3 et le ministre Carenco, qui n'était pas favorable, lorsque le gouvernement est venu pour présenter le budget, le projet de loi budgétaire, avec les 32 missions, dont l'Outre-mer, eh bien, qu'a fait le gouvernement? Puisqu'il en a la possibilité, c'est lui qui présente le projet de loi de finances. Au niveau de l'Outre-mer, des 203 millions qui avaient été votés en amendement par les députés, dans le projet de loi de finances présenté par le gouvernement, il ne restait plus que 50. Ça veut donc dire que les 3/4 ont été supprimés. Et non seulement que les 3/4 ont été supprimés,
Mais les députés s'étaient livrés à des réaffectations de nouvelles ventilations, puisqu'il faut savoir que le budget d'une mission, il y a des programmes, et dans les programmes, il y a des actions. Par exemple, il y a le programme 123. Ce programme est décliné en plusieurs actions. Et les députés avaient fait des transferts, par exemple, au détriment de l'aide aux entreprises et avaient transféré certains crédits sur l'eau. Bien évidemment, le gouvernement, en revoyant le projet de budget, a remis initialement les crédits là où ils étaient. Et non seulement les crédits ont été remis là où ils étaient, mais en plus, ils ont été diminués des 3/4. Alors vous me direz que les députés, quand même, dans leur exercice, ont gagné 50 millions d'euros. Il n'empêche que le budget est passé avec l'article 49.3, pas le budget de la mission, mais le budget global de la France, le projet de loi de finances, incluant l'outre-mer, et donc il est donc passé avec l'article 49.3. Je voudrais simplement rappeler, Joël, même si je l'ai déjà précisé aux téléspectateurs, que le budget de la mission, c'est autour de 2 milliards 100. 2 milliards 100. Il faut compter, excusez-moi, oui c'est ça, 2 milliards 100 en autorisation d'engagement. Et à peu près un peu plus, il faut compter à peu près 2 milliards 200 en crédit de paiement. Mais que l'ensemble, j'ai parlé de 32 missions, la mission éducation nationale, la mission justice, la mission environnement, aux correspondants de ministères, chacun a des crédits spécifiques pour l'outre-mer. Et lorsque l'on fait le total en 2023 des crédits, en tout cas affectés à l'outre-mer par toutes les missions, on aboutit à 10 fois plus que le crédit de la mission outre-mer, puisqu'on fait le total. Ils arrivent à près de 21 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Et d'après ce que dit le ministre Karanko, mais même si ça a été contesté par l'opposition, à près de 25 milliards en crédit de paiement. Alors, sachant que les crédits de paiement reprennent une partie des crédits, en tout cas qui auraient dû être dépensés l'année d'avant, et qui par conséquent ont été transférés sur l'année N+1 parce qu'il y a eu un engagement, mais que cet engagement n'a pas été crédité à l'année N-1, l'année d'avant, donc il faudra le créditer. Tout à fait, c'était automatiquement, ça c'est la logique, donc d'où le décalage entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Donc c'est vous dire que la représentation nationale a fait ce qu'elle a pu, mais on restera toujours dans cette logique de la Ve République très puissante, où le gouvernement garde cette capacité de pouvoir modifier et surtout la Constitution lui permettant de pouvoir utiliser l'article 49.3 autant de fois qu'il le souhaite pour la loi budgétaire et la sécurité sociale. Rappelons qu'ils l'ont utilisé déjà 4 fois en 2 semaines. Exactement. C'est un record sous la Ve République. Il y a quand même un Premier ministre qui en avait beaucoup abusé pendant le temps où il est resté aux affaires. C'est Michel Rocard qui l'a utilisé 28 fois. Mais je ne pense pas... Alors, il ne sera peut-être pas battu. Mais en termes de session, c'est la première fois où l'on voit effectivement autant d'utilisation du 49.3 pour le vote du budget. Oui, de façon aussi concentrée. Très bien. Voilà. Ben, merci pour cet éclairage. On passe au dernier sujet. Concernant le bilan de la préfète à Marie-Galante. Exactement. Alors, la mission de la préfète Chantal Ambroise touche à sa fin à Marie-Galante. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un petit peu pourquoi elle avait été envoyée, nous rappeler un petit peu le contexte de sa venue à Marie-Galante? En fait, Marie-Galante a élaboré un contrat de relance et de transition écologique pour un montant qui avoisine un peu plus de 29 millions d'euros. Et l'État prend une part non négligeable dans les différents projets. Alors, un contrat de relance et de transition écologique fixe des objectifs bien précis. Et ces objectifs, en face, il y a des plans de financement
combien met l'État, combien met la région, combien mettra le département ou la communauté des communes de Marie-Galante. Et donc, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle le plan de financement. Et la préfète avait été nommée puisqu'il y a un engagement de l'État qui était plus important par rapport, en tout cas, à l'acteur économique qui s'engageait le plus dans ce plan de relance. Maintenant, pour répondre à son bilan. Oui, c'est important. C'est important. 6 mois de présence, quel Alors bilan d'abord, c'est c'est un avis personnel, 6 mois, ça fait juste. 6 mois, ça fait juste pour un contrat de relance et de transition écologique. On peut, comme indicateur, s'appuyer sur la déclaration des élus. La présidente de la communauté des communes estime à la collaboration fructueuse, mais a bien utilisé la métaphore de la courroie de transmission, à savoir que les services de l'État ont été plus audibles et plus sensibles aux attentes marie-galantaises par le fait qu'il y avait un fonctionnaire de haut niveau. C'est une préfète qui transmettait dans les différents services les informations et avait une autorité sur ces différents services. Maintenant, on peut aller plus loin et c'est vrai que j'en ai discuté avec le maire de Capesterre de Marie-Galante qui m'a dit que par rapport au gouffre financier que constitue le ramassage des sargasses, il faut savoir qu'à Capesterre de Marie-Galante, lorsqu'il y a un arrivage massif, chaque déplacement pour récupérer les sargasses, les transporter et les stocker, c'est 300 €. Ça veut donc dire que si vous faites 10 déplacements pendant la journée, vous êtes à 3 000 €. Si vous faites ça pendant 200 jours de l'année, puisque les sargasses échouent régulièrement, Bien sûr. ça crée une situation financière qui met la commune en difficulté. Et pour avoir discuté avec le maire de Capesterre de Marie-Galante, l'intervention de la préfète a permis un engagement plus conséquent de l'État dans l'aide financière à la commune pour la gestion des sargasses et que Capesterre de Marie-Galante aurait également obtenu un enrochement et un barrage, donc un enrochement qui devrait protéger la commune davantage et un barrage qui devrait a priori maintenir au large des sargasses. Et il estime que la présence de la préfète a grandement contribué à, en tout cas, faire avancer ces différents dossiers. Mais d'un autre côté, il faut bien constater en Outre-mer les rapports entre les services déconcentrés de l'État qui fonctionnent sur une logique de hiérarchie verticale descendante. C'est la raison pour laquelle la préfète a eu, si vous voulez, a pu obtenir des services de l'État autant, en tout cas, de sensibilité ou d'écoute. C'est par son pouvoir hiérarchique qu'elle avait. Et d'un autre côté, se pose la question entre la déconcentration et la décentralisation. Autrement dit, si les élus n'avaient pas eu cette courroie de transmission, je reprends la métaphore de la présidente de la communauté des communes, eh bien, ils auraient été moins entendus parce qu'il n'y aurait pas eu cette courroie de transmission d'une haute fonctionnaire de l'État. Et c'est dire combien il y a, si vous voulez, ces décalages entre la déconcentration et la décentralisation. Après, vous me direz, c'est une question d'homme en fonction de l'ouverture d'esprit de chacun. Mais au-delà de la question, à mon avis, d'homme, la Cour des comptes a d'ailleurs fait un bilan de l'investissement des services de l'État outre-mer. C'est vrai qu'il existe encore dans les services de l'État trop de précarés, c'est-à-dire trop de cloisonnement administratif. Et c'est vrai que les relations avec les collectivités territoriales est en grande partie déterminée non pas par rapport à une logique juridico-politique, mais par rapport à l'affinité que peut avoir un chef de service par rapport à l'outre-mer. Voilà donc, si vous voulez, le bilan qu'on peut tirer de la préfète. Elle a pris sa retraite le 1er novembre de cette année, donc on ne peut que lui souhaiter, pour avoir servi la République pendant autant de temps, en tout cas c'est ce qui ressort des discussions qui ont pu avoir lieu, on ne peut que lui souhaiter donc une bonne retraite républicaine.
Tout à fait. Eh bien, merci, cher Georges, pour toutes ces analyses. Merci aux téléspectateurs de nous suivre avec fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Et la semaine prochaine, a priori, c'est le 11 novembre. Oui, il devrait y avoir émission, puisque nous, on ne connaît pas de jour férié. Donc, a priori, on devrait se retrouver la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.